Patrice Boisfer sur Europe 1. De retour toujours en direct sur Punchline. On est ensemble bien évidemment jusqu'à 19h pour faire le point sur l'actualité de ce mardi sur Europe 1 et sur CNews. On est avec Sergueï Girnov qui est ex-officier supérieur du KGB. Je rappelle votre dernier ouvrage, c'est L'éclaireur aux éditions Nimrod, avec Vincent Hervouet qui est journaliste européen, spécialiste des questions internationales, toujours avec Julien Drey du Parti Socialiste et maître Gilles William Golnadel. On prend tout de suite la direction de l'Ukraine avec l'une des envoyées spéciales de CNews. Bonsoir Stéphanie Rouquier, vous êtes du côté de Ismail, ça se trouve à 250 km au sud-ouest de Odessa. Odessa, ville ô combien stratégique, on le sait, pour l'armée russe, et du coup bon nombre de réfugiés fuient vers cette ville d'Ismail. Oui, effectivement, il y a beaucoup de réfugiés, des femmes, des enfants et des étudiants qui quittent Odessa avec le risque, bien sûr, de voir arriver les troupes russes, et ils se réfugient ici, dans la ville d'Ismail, à 100 km un peu plus au sud, pour ensuite passer, sans doute, se réfugier en sécurité en Roumanie. Et la ville d'Ismail est prête, elle se prépare pour accueillir donc ces réfugiés. On a pu voir aujourd'hui dans la municipalité de nombreux habitants d'Ismail qui étaient organisés dans une salle municipale. Ils récoltaient de la nourriture, des vêtements pour donc ces réfugiés de la région d'Odessa, et aussi ils organisaient les logements. Ils recherchaient des hôtels disponibles, des logements vacants pour loger ces familles. Autre chose également, on peut vous dire que les habitants de cette ville d'Odessa, ils participent aussi à l'effort de guerre. On a pu voir dans une autre salle municipale, bien évidemment on ne peut pas dire où ça se situe, vous comprenez bien sûr pourquoi. Là ce sont des femmes avec des enfants qui confectionnent des filets de camouflage pour donner à l'armée. On a pu rencontrer Annette, une jeune fille de 13 ans qui, avec un vieux filet de pêche, attachait des petits bouts de tissu pour donc confectionner un filet de camouflage. Et elle nous a expliqué que elle se rendait utile, et comme ça elle pouvait aussi penser à autre chose. Une petite dernière information pour vous dire que donc aujourd'hui c'est la journée internationale des droits des femmes, et en Ukraine c'est un jour de fête. Et même dans ce pays de guerre aujourd'hui, on a pu voir tous les hommes qui allaient offrir des bouquets de fleurs aux femmes ou bien des cadeaux, et on a même vu le maire d'Ismail qui a offert un bouquet de fleurs à chaque femme présente dans la mairie aujourd'hui. Merci beaucoup Stéphanie Rouquier depuis Ismail en Ukraine, avec les images, le duplex de Antoine Estève. Et je rappelle que vous étiez dans votre chambre d'hôtel car vous avez respecté le couvre-feu qui est en vigueur depuis 45 minutes. Volodymyr Zelensky hausse le ton, c'était ce matin. Le président ukrainien dénonce les promesses non tenues des Occidentaux pour protéger l'Ukraine de ces attaques russes. Le président ukrainien qui a donc parlé à bon nombre de reprises aujourd'hui, et il a mis encore un peu plus la pression sur ces Occidentaux. On écoute le président ukrainien. La culpabilité repose sur les occupants. Mais la responsabilité repose aussi sur ceux qui, quelque part dans l'Ouest, ne peuvent approuver une décision manifestement nécessaire. Sur ceux qui n'ont pas sécurisé le ciel ukrainien contre les tueurs russes, qui n'ont pas sauvé nos villes des frappes aériennes, des bombes, des roquettes, bien qu'ils le puissent. Julien Drey du Parti Socialiste, cela fait 13 jours qu'on entend des promesses, dit Volodymyr Zelensky, 13 jours qu'on nous dit qu'on nous aidera dans le ciel, qu'il y aura des avions, qu'on nous les livrera. Il parle de promesses non tenues. A-t-il, oui ou non, raison ? Je suis pas sur le terrain pour savoir exactement. Il y a quand même des armes maintenant qui sont arrivées. Et d'ailleurs, ces armes ont été efficaces puisqu'il y a un certain nombre d'avions russes qui sont tombés parce que les missiles étaient des missiles, c'était pas les vieux missiles qu'ils avaient auparavant. Alors après, tout le problème, c'est que rendre le ciel ukrainien inviolable, ça veut dire un engagement militaire d'une autre nature. C'est ce qu'il essaye et c'est logique de son point de vue. Il essaye d'attirer l'Europe dans une étape qui est une étape nouvelle. Ça veut dire qu'il faut installer des batteries de missiles, c'est-à-dire qu'il faut créer des bases aériennes, etc. Donc c'est une logique guerrière qui franchirait une nouvelle étape. Aérienne, ça signifierait une troisième guerre mondiale ? En tous les cas, on serait pas loin de quelque chose qui serait d'une autre nature. Mais en même temps, et c'est ça qui est le plus important, c'est la livraison des matériels qui s'accentue. La France elle-même contribue, fait que la sécurité du ciel ukrainien pour l'aviation russe risque de... Parce que l'efficacité en Afghanistan, on l'a vu, les missiles Stinger, ils ont été particulièrement efficaces. Et quand vous en avez de tous les côtés, vous avez beau avoir été un très bon pilote, très bien formé, c'est pas facile. Est-ce qu'on arrive aux limites de l'aide que l'on peut apporter aux Ukrainiens, Vincent Hervouet, d'Europe 1 ? Écoutez, moi je suis sidéré par les déclarations, parce que c'est un héros romantique et tout le monde l'applaudit. Et il est très impressionnant avec
sa fougue et son discours très simple Vous et allez très dire c'est direct. contre-productif? Je parle du président Zelensky. Tout à fait. Mais c'est quand même une imposture invraisemblable. On est d'accord sur la culpabilité de la Russie, mais la responsabilité de ce qui est en train de se passer, elle ne repose pas sur l'Europe. Elle repose sur le président Zelensky, qui a été infoutu de protéger son peuple d'un danger qui le menaçait, qui était évident, qui était sous ses yeux, qui s'appelait le voisin russe. Ça repose sur le président Poroshenko, qui a fait exactement tout ce que ses conseillers américains lui disaient de faire. Ça repose sur toute cette camarilla de dirigeants corrompus ukrainiens qui ont refusé de prendre le réel en considération et qui ont préféré ne pas suivre, ont préféré s'armer plutôt que d'observer, de respecter leur signature sur les accords de Minsk qui avaient été négociés grâce à l'Allemagne et à la France. Ça, c'est la première responsabilité. S'il y a une guerre aujourd'hui, c'est que tous ces gens n'ont pas respecté leurs promesses. Bon, moi je veux bien que ce soit la responsabilité, qu'ils veuillent à tout prix nous entraîner dans une guerre. Aujourd'hui, c'est pas la faute de Poutine. C'est ça? Non, la culpabilité, celle de Poutine, elle est entière, elle est pleine et entière. Mais il nous dit, la culpabilité c'est Poutine, la responsabilité c'est l'Europe. Et l'Ukraine? L'Ukraine elle est simplement la victime. Elle est simplement le martyr de cette empoignade. Je suis désolé, c'est une guerre entre les Russes et les Ukrainiens. L'Europe défend bec et ongle pour ce qu'elle peut. Elle soutient l'Ukraine d'une manière qui est d'ailleurs sans équivalent dans son histoire, et c'est sans doute très bien, mais on peut pas lui demander de déclarer la guerre à la Russie pour soulager l'étreinte des Russes. Mais d'ailleurs, les Occidentaux, ils devraient être plus discrets concernant cette aide ou pas? Parce qu'on a entendu que les Américains, on a entendu Joe Biden il y a une heure, quand il dénonce le fait quand il voulait s'intégrer à l'OTAN, il voulait s'intégrer à l'Union européenne, il voulait qu'effectivement il y ait une zone, la zone qu'on interdise aux avions russes. Mais comment est-ce qu'on les interdit? À part aller les abattre s'ils se présentent. Comment est-ce qu'on fait autrement que de faire la guerre à la Russie? Et qui peut imaginer que l'OTAN, les États-Unis, l'Europe aillent faire la guerre à la Russie? Personne, parce que on a bien conscience que le type qui est au Kremlin, Monsieur Poutine, lui, il est prêt. Il est prêt à aller jusqu'au bout. Donc vous pouvez pas à la fois dire Poutine est fou, Poutine est un tyran épouvantable, et puis en même temps dire attendez, il faut l'arrêter, il faut le stopper. Maître Goldnadel. Non, je trouve Vincent un peu sévère envers Zelensky. Envers la classe politique ukrainienne. Non. Bien pire que ce que vous imaginez. Non, Vincent. Sur son discours, son discours encore une fois, Vincent, il est dans la propagande. Donc il joue. Il marchande, il joue sur la mauvaise conscience des opinions européennes. Il a raison. Il n'aura pas tout, mais il espère avoir le maximum. C'est tout, c'est son jeu. Alors qu'ensuite, sur les responsabilités, sur le ciel, il n'aura rien. Il n'aura pas la zone d'exclusion, il n'aura certainement pas la zone d'exclusion aérienne, parce que si on abat un avion russe, on est dans un casus belli. Or, c'est ce que j'appelle le fol avantage du présumé fou. Et c'est à supposer même qu'il soit pas fou. Moi, je pense qu'il est pas fou du tout. S'il a plus rien à perdre au Kremlin, il est capable de jouer son va-tout. Donc, évidemment qu'on fait attention. Et puis, il y a aucune raison. Mais il y a aucune raison. Mais c'est aussi parce que c'est là aussi, c'est pas. L'Ukraine n'est pas rentrée en Europe, elle n'est pas rentrée dans l'OTAN, donc il n'y a aucune raison que M. Poutine ait franchi de toute manière la frontière, même s'il n'était pas content. Donc, si vous voulez, chacun est dans son rôle, et pour l'instant, écoutez, moi, je vois pas. Très sincèrement, le discours de Zelensky, c'est le discours qu'un chef de guerre doit, à mon avis, prononcer. Il demande 20 pour avoir 15. Pardonnez-moi, mais il ne s'adresse pas aux Ukrainiens. Là, il s'adresse aux opinions publiques européennes. Mais bien sûr, c'est ce que je dis, Vincent. C'est ce que je dis. Désolé, mais il y a une mise sur la démagogie des dirigeants européens. Bien sûr. Dans l'application des accords de Minsk. Il mise sur la démagogie des Dans l'application des accords de Minsk, il y a une responsabilité européenne et américaine. Puisque nous n'avons pas fait pression comme nous aurions dû le faire pour que ces accords soient respectés. Non, la France l'a pas fait. France l'a pas fait. Donc, vous savez très bien. On a fermé les yeux. On a encensé le président Poroshenko qui était reçu à l'Élysée. Qui était, comme on dit, un corrompu total. Qui était l'ami de tous les grands intellectuels qui sont aujourd'hui sur les tables, dans les meetings. Donc, on lui a pas dit, maintenant ça suffit.
et il faut appliquer ces accords. Et les Américains derrière poussaient sans arrêt en disant, donc. Mais c'était pas à nous de lui dire, c'est le problème des Ukrainiens. Non, attends. On n'avait pas de responsabilité. C'était à nous de lui dire, puisque c'est nous qui avions négocié ces accords. Oui. Et nous avions une responsabilité. Madame Merkel, comme Monsieur Hollande, ont négocié ces accords, et donc nous devions lui dire, nous avons servi d'intermédiaire pour arriver à une solution de paix. Voilà l'accord que nous avons mis en place. Voilà. Par ailleurs, je m'excuse, Vincent, il s'est déjà servi quand même, Monsieur Poutine, puisqu'il a pris la Crimée et tout le monde a regardé ailleurs. Pas du tout, on a voté des sanctions contre la Russie à l'occasion de la Crimée, qu'on n'a jamais enlevé, qu'on n'a jamais retiré. Il n'a jamais été admis par personne que la Crimée soit russe en dehors du Kremlin. Jamais été admis, mais il n'y a que le Kremlin qui annonce cette... Non, je suis désolé. On n'a pas admis. C'est pourtant une évidence, mais on ne l'a pas admise. Je pense que les accords de Minsk n'ont pas été respectés. Je pense qu'on peut reprocher aux Ukrainiens de ne pas les avoir respectés, mais comme on a poussé à ce qu'ils ne respectent pas, l'Europe, les Américains n'ont pas joué. Et je voudrais juste finir une chose. On ne peut pas accuser le président Zelensky de ça, parce que lui, c'est un jeune président. Et d'ailleurs, justement, il est élu parce qu'il bat le président Poroshenko, et il le bat justement sur la logique de maintenant ça suffit les politiciens, ça suffit la politique. Je vais m'asseoir en face du président Poutine et nous allons trouver un accord. Et bien, il ne l'a pas fait. Non. Depuis 2 ans, il ne l'a pas fait. Il refusait de s'asseoir face à lui. Parce que Poutine refusait de s'asseoir face à lui. Ne le faites pas de monsieur Poutine. Il faut bien comprendre que les accords de Minsk étaient déjà les mauvais accords, parce que d'abord Poutine a pris les territoires aux Ukrainiens, et puis après il a dit je vous fais devant les faits accomplis, vous devez accepter ça. C'est ça l'accord de Minsk. L'accord de Minsk, c'est qu'on demandait aux Ukrainiens d'accepter ça, d'entériner ces accords, d'entériner ces territoires qui allaient partir en... Après, vous avez dit, il n'y a personne qui a osé s'imposer à Poutine. Erdogan a abattu son avion en novembre 2015, Poutine a fermé sa gueule. Il n'a rien fait. Erdogan a participé avec les Azéris contre l'Arménie qui a été soutenue par Poutine. Il a gagné cette guerre. Poutine a fermé sa gueule. Erdogan a envoyé aux Ukrainiens les Bayraktar, les drones qui ont été utilisés contre Lugansk et Donetsk. Poutine a fermé sa gueule. On l'a compris. Non, mais pour reprendre votre expression, imaginez. Maître Gonadel. Les Européens se sont conduits exactement de la même manière, eux qui respectent maintenant la souveraineté et la frontière de l'Ukraine. Ils se sont conduits exactement de la même manière aux grandes dames des Russes lorsqu'on a pris le Kosovo aux Serbes. Absolument. Bon, et tout. Je viendrai, il reste une minute. Bon, je veux bien qu'on réécrive l'histoire. Non, c'est l'histoire récente. Non, mais en disant les uns les autres. Je veux dire, il est évident qu'il y avait un accord qui avait été établi, qui lui avait été arraché à l'époque. C'est une négociation qui a été dure, difficile, mais qui lui a été arrachée. Et après, personne, les gouvernements européens notamment, ne se sont pas donné les moyens de faire appliquer cet accord. Et lui, il en a profité. Parce qu'il en a profité, y compris en sabordant toutes les tentatives qui commençaient à vouloir mettre en place les choses. Les référendums, il s'est jamais pressé de demander à les organiser dans les régions où elles devaient avoir lieu. L'accord qui a été signé, l'accord de Minsk, effectivement, s'établit sur un rapport de force qui fait que l'armée ukrainienne est incapable de tenir tête à n'importe même aux petits hommes verts, à qui que ce soit. Attendez. Je sais que vous êtes un ancien officier du FSB ou du KGB, mais c'est pas la peine de reprendre à la fois des expressions et en même temps une gestuelle de commissariat. Je suis navré. Donc, on termine. Il y a un accord qui est signé, qui est effectivement traduit un rapport de force qui est défavorable à l'armée ukrainienne. Qu'est-ce qui se passe? Pendant les 8 ans qui suivent, on arme à mort, les Américains arment à mort une armée ukrainienne qu'on fabrique de toutes pièces et qui est actuellement au combat. Cette armée, 8 ans, c'est 2,6 milliards de dollars qui sont déversés sur l'Ukraine pour lui forger des conseillers militaires qui sont carapatés, mais qui étaient là jusqu'au mois dernier. Et effectivement, en jouant là-dessus, les Ukrainiens décident que l'accord ne vaut plus rien. Du moins, il faut complètement le renverser, il faut le renégocier, parce qu'ils ont maintenant de quoi tenir tête à la Russie. Ils n'avaient pas de quoi tenir tête à la Russie. Je reprends votre raisonnement. Votre raisonnement, c'est de dire que c'est les Ukrainiens qui sont responsables, et vous venez vous-même de démontrer que l'Europe apporte une responsabilité dans ce qui s'est passé, parce qu'elle n'a pas aidé à appliquer ces accords. C'est terminé sur CNews. Voilà. Merci à tous, c'est terminé sur CNews. Dans un instant, face à l'info, on se retrouve dans un instant sur Europe 1 pour la suite de Punchline, avec notamment le journal d'Hélène Selani. À tout de suite. Patrice Boisfer sur Europe 1. Caisse d'épargne.